Une onde discrète traverse aujourd'hui un Burkina Faso plongé dans une incertitude profonde. Au cœur d'un Sahel agité, la prise de pouvoir récente a ouvert une rupture où souveraineté, sécurité et isolement dangereusement. Cela soulève une question essentielle. Que révèle réellement cette trajectoire pour Ibrahim Traoré? Et qu'implique-t-elle désormais pour vous? Un tournant décisif se dessine dans l'ombre. Le changement politique qui s'est imposé expose désormais le pays à une équation délicate où chaque décision influence simultanément la sécurité, l'économie et la liberté individuelle. L'enjeu fondamental, pour tout observateur comme pour chaque citoyen, repose sur une interrogation simple: comprendre comment un choix de souveraineté peut redéfinir durablement un État. Ce fil conducteur devient crucial dans un contexte où l'isolement diplomatique, la pression sécuritaire et la discipline centralisée se renforcent successivement, rendant chaque avancée fragile et chaque recul potentiellement décisif. Derrière cette dynamique complexe, un point attire immédiatement l'attention. Malgré le recul de certains groupes insurgés, les tensions internes augmentent et l'inflation pèse lourdement sur un quotidien déjà précaire pour de nombreuses familles. Une question persiste en arrière-plan, une question que l'on ose rarement poser. La quête d'autonomie peut-elle réellement survivre à ses propres contradictions? Une première fissure apparaît lorsque l'on observe l'écart entre les progrès sécuritaires annoncés et la montée simultanée des tensions économiques. En 2023, les attaques contre les positions militaires diminuent de 18%, tandis que l'inflation atteint 12%. Ce contraste brutal révèle l'architecture réelle du pouvoir, un système où chaque avancée militaire s'accompagne d'un coût social difficile à absorber, et où les choix stratégiques d'Ibrahim Traoré redessinent la vie quotidienne aussi concrètement que les lignes de front. Dans les mois qui suivent le coup d'État du 30 septembre 2022, la transformation du Burkina Faso s'opère à un rythme inattendu. Le recul de 25% du nombre de villages sous contrôle insurgé nourrit l'espoir d'un renversement durable, mais l'isolement international impose en parallèle une pression croissante sur les ménages et sur les circuits économiques essentiels. Cette dynamique repose sur une conviction forte: bâtir une souveraineté fondée sur la discipline, la loyauté et la réduction de toute dépendance extérieure, même lorsque cela implique une rupture frontale avec des partenaires historiques. Sous cette logique, la sécurité cesse d'être une simple réponse à la menace pour devenir un projet idéologique structurant. La présence des sentinelles, force discrète et omniprésente, incarne une vision où la protection du chef se confond avec celle de l'État, créant une zone grise entre stabilité nécessaire et centralisation progressive. Ce glissement silencieux façonne les interactions internes. Les institutions se resserrent, les alliances se redéfinissent et la rhétorique de l'autonomie gagne en intensité à mesure que le pays affronte ses propres contradictions. À mesure que ces éléments se superposent, une interrogation centrale prend forme avec une clarté nouvelle. La trajectoire actuelle offre-t-elle un véritable chemin vers une souveraineté consolidée, ou prépare-t-elle un terrain où les concessions économiques et diplomatiques finiront par fragiliser l'idéal que le pouvoir cherche à défendre? Au centre de cette mutation rapide, une figure s'impose comme point d'ancrage narratif, celle des sentinelles, ces hommes discrets qui façonnent la perception même du pouvoir. Leur présence, conçue comme un bouclier autour du leadership, agit aussi comme révélateur de la nouvelle mécanique institutionnelle du Burkina Faso. Pour éclairer cela de manière plus naturelle, on peut évoquer deux situations. Dans un premier exemple observé dès les semaines suivant la prise de pouvoir, la réorganisation immédiate des dispositifs de protection transforme le palais présidentiel en une zone hautement contrôlée, où chaque déplacement est pensé selon une logique d'anticipation totale. Cette approche crée un environnement où la vigilance devient un principe permanent, presque une seconde respiration du pouvoir. Dans un second exemple lié aux zones reconquises, les équipes chargées de la sécurité appliquent des méthodes inspirées de cette vigilance extrême, imposant une réévaluation continue des risques et une redistribution stricte des ressources. Ce souci constant d'anticipation s'étend alors au-delà du cercle dirigeant et influence directement la manière dont les opérations sont conduites sur le terrain.
Ces deux scènes montrent qu'une constante se dessine clairement. La sécurité devient une matrice de décision et non plus une simple réaction aux événements. Les pratiques adoptées autour du chef diffusent leurs effets dans l'ensemble de l'appareil d'État, renforçant une cohésion interne tout en accentuant la centralisation. Ce rôle implicite, assumé par les sentinelles et amplifié par l'autorité d'Ibrahim Traoré, imprime une direction politique qui touche autant les choix militaires que la gestion des équilibres internes. Cette configuration précoce appelle une interrogation essentielle. Jusqu'où un tel modèle peut-il rester soutenable ? Avant la rupture de septembre 2022, le Burkina Faso évoluait déjà dans une zone de turbulence où l'insécurité progressait, où les villages basculaient sous l'emprise insurgée et où les alliances extérieures traditionnelles s'effritaient, tandis que la population perdait confiance dans les anciennes structures. Après le coup d'État, tout bascule brutalement. La sécurité devient pivot, la souveraineté se transforme en mot d'ordre structurant, et l'appareil d'État entame une réorganisation rapide autour d'un chef encore peu connu du grand public, mais porté par un discours de rupture radicale. Le moteur de cette dynamique repose sur une réalité très précise. La pression des groupes djihadistes atteint un niveau critique, avec des territoires entiers sous menace constante. Cette situation oblige les forces armées à réagir avec une intensité nouvelle. Dans ce contexte, la jeune autorité politique impose immédiatement une discipline interne qui surprend même les acteurs familiers des cycles institutionnels du pays. Les premières directives se concentrent sur plusieurs axes: réduire l'exposition du commandement, renforcer les déplacements stratégiques et rationaliser les zones sensibles. Cette approche déclenche un effet domino. Les unités sur le terrain adoptent les mêmes méthodes, durcissant leurs réponses face aux attaques répétées. Le point culminant de la transformation émerge lorsque les sentinelles, ces équipes discrètes chargées d'anticiper les menaces, deviennent autant un symbole qu'un système. Elles structurent la nouvelle mécanique sécuritaire. Elles filtrent, préviennent et resserrent les espaces d'action. Peu à peu, ce modèle influence l'ensemble du pays, donnant à certaines populations l'impression paradoxale d'une stabilité croissante, malgré l'isolement diplomatique, qui, lui, continue de s'aggraver. Les sanctions internationales affectent des circuits économiques, mais les opérations militaires, plus coordonnées, gagnent en efficacité. Les villages stratégiques sont progressivement reconquis, et le nombre d'attaques contre les positions burkinabées recule nettement. Cette phase intense fait émerger un second tournant. À mesure que les succès sécuritaires s'affirment, les conséquences économiques deviennent plus lourdes. L'inflation augmente, la dépendance humanitaire se renforce et la circulation des produits de première nécessité se complique. La population ressent alors très directement l'effet d'un pays pris dans deux dynamiques contradictoires. D'un côté, la lutte armée semble davantage contenue, de l'autre, le coût de la vie grimpe inexorablement. La réaction interne à ce contraste se manifeste sous des formes variées. Certaines couches de la société s'alignent derrière la vision d'une souveraineté totale, y voyant une promesse de dignité retrouvée et d'indépendance assumée. D'autres expriment une inquiétude persistante devant une centralisation du pouvoir qui se durcit à mesure que les difficultés économiques s'amplifient et que le pays s'isole davantage de ses partenaires traditionnels. Les tensions deviennent palpables dans les discours publics, entre ceux qui privilégient la sécurité immédiate et ceux qui redoutent une restriction durable des libertés. Au terme de cette séquence, une conclusion provisoire se dégage. La stratégie construite par ruptures successives dessinait un paysage où chaque victoire militaire s'accompagne d'un prix social élevé et où la centralité accrue d'Ibrahim Traoré installe un équilibre fragile que le pays doit désormais apprendre à gérer. La première donnée essentielle apparaît avec clarté. La proportion de villages sous contrôle insurgé diminue de 25% en 2023 par rapport à 2022, ce qui traduit un renforcement opérationnel visible sur plusieurs axes de reconquête. Cette baisse, bien qu'importante, montre aussi la persistance d'une menace diffuse qui exige une mobilisation continue de ressources déjà fragilisées. Cette progression s'inscrit dans une stratégie où les unités locales s'adaptent rapidement aux directives sécuritaires centralisées, signe que la chaîne de commandement gagne en cohérence malgré l'isolement diplomatique. À travers ces évolutions, le rôle moteur d'Ibrahim Traoré dans la reconfiguration du dispositif militaire apparaît de manière plus claire.
révélant une structuration accélérée des réponses tactiques. Une deuxième mesure concerne la baisse de 18% des attaques dirigées contre les positions militaires burkinabées en 2023, reflet d'une pression insurgée mieux contenue et d'une anticipation renforcée dans les zones les plus vulnérables. Cette diminution démontre une adaptation plus fine aux méthodes de combat asymétriques, avec une répartition optimisée des détachements sur plusieurs points sensibles. En parallèle, l'appareil sécuritaire adopte une logique d'intervention plus compacte afin de maintenir une vigilance soutenue malgré les contraintes économiques grandissantes. Ces évolutions laissent percevoir une capacité progressive à stabiliser certains secteurs, même si la situation globale reste marquée par une incertitude profonde. La troisième donnée éclaire toutefois le revers de la médaille. L'inflation atteint 12% en 2023, un seuil particulièrement lourd pour un pays où la vulnérabilité économique demeure structurelle. Cette hausse pénalise directement le coût des produits essentiels, compliquant une situation déjà difficile pour les foyers dépendant d'importations perturbées par les sanctions. Dans plusieurs régions, on observe une tension accrue autour du pouvoir d'achat, avec un impact particulièrement fort sur les ménages aux revenus instables. Cette pression économique rappelle qu'aucune amélioration sécuritaire ne peut compenser la fragilité sociale lorsque les restrictions extérieures s'intensifient. Ces trois chiffres posent un cadre précis. Les progrès sécuritaires s'accompagnent de détériorations économiques de plus en plus difficiles à dissocier. Ils traduisent un système où les résultats militaires ne se répercutent pas immédiatement sur la stabilité sociale, créant un décalage durable entre la perception de sécurité et l'expérience quotidienne. Dans un tel environnement, la cohérence des décisions politiques devient un facteur essentiel pour éviter que les gains obtenus dans un domaine ne soient annulés par les pertes constatées dans un autre. À mesure que ces contrastes se renforcent, la tension entre souveraineté affirmée et coût social s'impose comme une caractéristique profonde du mandat actuel. Les indicateurs montrent une réalité duale, des avancées tactiques réelles, mais un environnement économique fragilisé qui menace d'éroder leur portée. Pour le pouvoir, l'enjeu devient celui d'une gestion délicate où aucune marge d'erreur n'est possible. Le pays doit déterminer jusqu'où il peut supporter un modèle exigeant sans compromettre sa résilience interne sur le long terme. Deux lignes d'arguments s'affrontent lorsqu'on examine la stratégie adoptée depuis la prise de pouvoir. D'un côté, les partisans rappellent que la centralisation des décisions a permis une coordination plus rigoureuse, particulièrement dans la lutte contre les groupes djihadistes. Ils soulignent la réduction de 25% du nombre de villages contrôlés par les insurgés, ainsi que la baisse de 18% des attaques armées, qu'ils interprètent comme la preuve d'une efficacité opérationnelle accrue. Selon eux, l'autorité affirmée d'Ibrahim Traoré a imposé une discipline jusque-là difficile à obtenir au sein d'un appareil sécuritaire fragmenté. Cette cohérence nouvelle constitue, à leurs yeux, une condition indispensable pour stabiliser durablement le pays. À l'opposé, les critiques estiment que cette même centralisation génère un risque majeur. Elle crée un environnement où les contre-pouvoirs s'affaiblissent, tandis que l'isolement diplomatique et les sanctions économiques fragilisent la société. Il rappelle que l'inflation de 12% et la baisse du pouvoir d'achat montrent que la stratégie de rupture impose un coût social important. Pour eux, une stabilité reposant essentiellement sur le contrôle sécuritaire ne peut suffire si la situation économique continue de se dégrader, car les frustrations internes risquent de s'accumuler à mesure que les ressources se raréfient. Une analyse équilibrée impose de reconnaître la part de pertinence contenue dans chacune de ces positions. Les données montrent effectivement des progrès sécuritaires tangibles qui auraient été difficiles à obtenir sans un pilotage serré. Elles révèlent aussi une pression économique profonde qui pèse lourdement sur les ménages et ne peut être ignorée. Le point d'équilibre se situe dans un constat clair. La stratégie fonctionne sur le plan militaire, mais son efficacité globale dépendra de la capacité du pouvoir à atténuer ses effets économiques négatifs afin d'éviter que les fragilités internes n'annulent les gains sécuritaires. Le moment de bascule apparaît ici. On le voit émerger
lorsque les premiers signes d'une transformation plus profonde se révèlent derrière les succès sécuritaires, laissant entrevoir une logique de gouvernance où la protection rapprochée cesse d'être un simple dispositif pour devenir un principe structurant de l'ensemble de l'appareil d'État. Dans plusieurs zones stratégiques, la méthode inspirée des sentinelles dépasse la simple anticipation des menaces pour devenir un filtre à travers lequel se définissent les priorités, les arbitrages et même le rythme des réformes internes. Cette diffusion progressive, perçue au départ comme un ajustement tactique, marque en réalité un tournant majeur, car elle reconfigure la manière dont les institutions évaluent les risques, les ressources et leurs marges d'action. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette inflexion s'amplifie silencieusement. Chaque succès militaire renforce la conviction que la discipline centralisée constitue un socle indispensable de stabilité, même lorsque l'environnement économique continue de se tendre sous l'effet des sanctions. Ce glissement redessine le paysage politique national, car il place la sécurité au sommet de la hiérarchie décisionnelle, parfois au détriment d'autres chantiers essentiels. Peu à peu, un constat s'impose. Le modèle retenu ne se limite plus à répondre à une crise, il devient un système à part entière et son poids commence désormais à façonner le futur immédiat du pays. Les conséquences concrètes de ces choix stratégiques apparaissent plus nettement lorsque l'on observe leurs effets sur plusieurs couches de la société. Pour les familles, par exemple, la dynamique reste marquée par une tension croissante entre une sécurité renforcée et une pression économique persistante. Les déplacements deviennent plus sûrs dans certaines zones autrefois menacées, mais le coût de la vie continue d'augmenter sous l'effet d'une inflation élevée. Les foyers les plus fragiles dépendent alors davantage de réseaux locaux de solidarité, tandis que l'isolement diplomatique limite les possibilités d'un soutien extérieur capable de soulager leurs difficultés. Le sentiment dominant oscille entre un certain soulagement ponctuel et une inquiétude profonde concernant l'avenir. Les entreprises, quant à elles, ressentent une fragilité accrue dans leurs circuits commerciaux. Certains secteurs, comme l'agriculture ou l'extraction minière, bénéficient d'un contexte plus sécurisé dans quelques régions reconquises, mais ils doivent composer avec les restrictions extérieures imposées au pays. Les coûts logistiques augmentent et les importations deviennent moins accessibles, poussant les entreprises à privilégier des stratégies de court terme plutôt qu'à investir dans des projets durables. L'incertitude administrative, renforcée par une centralisation plus forte, accentue ce climat instable et limite les initiatives. Les groupes les plus vulnérables subissent un impact encore plus contrasté et parfois sévère. Les jeunes, confrontés à un chômage persistant, ressentent les limites économiques du modèle actuel. Ils constatent parfois l'amélioration de la sécurité locale, mais voient leurs perspectives professionnelles rester étroites en raison d'une réduction des partenariats extérieurs. Les femmes en milieu rural, par exemple, bénéficient d'une meilleure protection contre les incursions armées, mais rencontrent plus de difficultés pour accéder aux marchés régionaux qui soutiennent habituellement leur activité. Les populations déplacées restent dépendantes d'aides dont l'approvisionnement devient irrégulier. Les structures opérationnelles, armées, administrations et institutions publiques connaissent également une transformation profonde. Les forces de sécurité, organisées autour d'une discipline centralisée impulsée par Ibrahim Traoré, gagnent en coordination, ce qui contribue à maintenir la baisse des attaques armées observées précédemment. Toutefois, leur charge opérationnelle augmente, car il leur faut surveiller un territoire encore instable, tandis que les ressources logistiques peinent à suivre. Les institutions civiles réorganisent leurs priorités selon les impératifs sécuritaires, ce qui influence directement l'allocation des budgets et la hiérarchie des décisions nationales. Ces dynamiques révèlent un paysage où les gains sécuritaires indéniables coexistent avec des fragilités sociales et économiques susceptibles de s'accentuer sans ajustement. Elles montrent surtout que le modèle actuel repose sur un équilibre délicat où chaque avancée est accompagnée de contraintes et où les marges d'erreur se réduisent à mesure que la centralisation façonne la réponse du pouvoir. Le cycle à venir, sur les 6 à 12 prochains mois, s'articule autour de 3 trajectoires possibles qui dépendent autant de l'évolution sécuritaire que de la capacité du pays à desserrer son étau économique. Le scénario le plus probable repose sur une continuité prudente.
Les forces burkinabées maintiendraient une pression similaire sur les groupes insurgés, sans amélioration majeure ni dégradation brutale. Les sanctions resteraient présentes mais stables. Ce contexte offrirait une progression lente de la sécurité, mais une dégradation persistante du pouvoir d'achat, maintenant la société sous tension. Les institutions continueraient à se recentrer autour des priorités sécuritaires, consolidant un modèle centralisé qui demeure fonctionnel mais fragile. Un scénario plus favorable se poserait une série de signaux positifs. Un léger apaisement diplomatique, une reprise des canaux humanitaires et une coopération régionale plus active. Le pays pourrait alors engager une réouverture maîtrisée vers certains partenaires africains ou asiatiques, entraînant un afflux d'aide et d'investissements. Cette respiration économique allégerait la pression sur les ménages et offrirait une marge de manœuvre aux institutions pour ajuster leurs réformes. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, une telle ouverture renforcerait la légitimité du gouvernement en lui permettant de rééquilibrer sécurité et stabilité sociale. Le scénario le plus difficile s'articulerait autour d'un double durcissement. Une intensification des attaques insurgées dans des zones sensibles et un renforcement des restrictions économiques contre le pays. Une telle conjonction provoquerait une nouvelle hausse du coût de la vie, tout en augmentant la charge opérationnelle des forces de sécurité. Les tensions internes s'exacerberaient, notamment parmi les jeunes confrontés à un avenir bloqué, et certains chantiers institutionnels essentiels seraient reportés. Dans ce contexte, la centralisation pourrait devenir encore plus rigide, au risque de réduire davantage l'espace de participation citoyenne. Dans l'ensemble de ces perspectives, une réflexion demeure indispensable. Le pays devra favoriser les décisions capables de réduire l'écart entre sécurité et viabilité économique, faute de quoi aucun scénario favorable ne pourra réellement se matérialiser. Pour de nombreux observateurs, les enjeux visibles au Burkina Faso ne sont pas de simples considérations théoriques, ils affectent directement plusieurs groupes qui ressentent, chacun à leur manière, le poids de cette trajectoire. Pour évoquer ces publics de manière plus douce et naturelle, on peut simplement dire que 3 regards différents se croisent aujourd'hui autour de l'évolution du pays. Le premier regard est celui des personnes qui suivent la situation à distance. Elles cherchent surtout à comprendre comment un pays plongé dans une bataille sécuritaire complexe tente de préserver sa souveraineté sans sacrifier son tissu social. Leur attention se porte sur la capacité des institutions à s'adapter dans un environnement contraint, tout en évitant que les équilibres internes ne glissent vers une rigidité trop marquée. Le deuxième regard émane de ceux qui s'intéressent avant tout aux conséquences économiques et sociales. Ce sont ceux qui observent les tensions sur les prix, les difficultés logistiques et la réduction des marges de manœuvre pour les entreprises locales. Ils voient la sécurité progresser, mais s'interrogent sur la durabilité d'un modèle qui continue de peser lourdement sur le pouvoir d'achat. Ils examinent de près les signaux d'ouverture diplomatique, conscients qu'un assouplissement même limité pourrait offrir un répit indispensable aux familles et aux travailleurs. Le troisième regard vient des personnes qui analysent la dimension géopolitique de la situation. Elles s'intéressent à la place du Burkina Faso dans un Sahel en pleine recomposition, aux choix affirmés en matière de souveraineté, aux alliances redéfinies et aux implications régionales de la stratégie en cours. Leur inquiétude principale réside dans l'équilibre entre indépendance stratégique et risque d'isolement prolongé. Elles savent que chaque avancée sécuritaire ou tension diplomatique peut modifier la stabilité du bloc régional. Ces 3 points de vue, bien que différents, convergent vers une même question. Comment concilier espoir, prudence et réalisme dans un contexte où chaque décision façonne directement l'avenir collectif? Pour que le Burkina Faso transforme les avancées sécuritaires en stabilité durable, plusieurs mesures coordonnées doivent être engagées de manière précise. La première consiste à réorganiser les priorités économiques sous l'impulsion des institutions financières nationales. L'objectif est de recentrer les budgets sur les secteurs les plus résilients, notamment les productions locales susceptibles de réduire la dépendance extérieure. Les progrès pourraient se mesurer à une diminution progressive de la pression sur les produits essentiels. Une seconde mesure consiste à ouvrir un canal diplomatique minimal, discret mais opérationnel, avec certains partenaires régionaux susceptibles d'apporter un soutien humanitaire
ou logistique. Cette ouverture devrait intervenir dans les 6 prochains mois afin d'éviter que l'isolement n'érode davantage la marge de manœuvre interne. Interchan. Son efficacité se traduirait par la reprise régulière de flux d'aide et par une stabilisation des importations critiques. Une troisième mesure consiste à clarifier le rôle des administrations civiles pour équilibrer la forte centralisation sécuritaire. Cette clarification vise à renforcer la transparence et à améliorer la circulation des informations publiques. Les résultats pourraient se lire dans la simplification de certaines procédures, notamment celles liées à la gestion budgétaire. Une quatrième mesure implique un ajustement du dispositif sécuritaire, afin de préserver sa cohérence sans rigidifier excessivement l'appareil. Cet ajustement viserait à mieux distribuer les ressources et à ne pas étouffer les initiatives locales. Le suivi se ferait en observant la charge opérationnelle dans les zones les plus exposées. En combinant ces leviers, le pays pourrait progressivement réduire l'écart entre sécurité et viabilité économique. Au terme de ce long parcours, une image revient comme un fil discret, celle des sentinelles dont la présence silencieuse avait marqué les premiers mois de la réorganisation du pouvoir. Leur vigilance incarnait non seulement une méthode, mais aussi une façon d'habiter la souveraineté dans un contexte de tension permanente. Au fil des décisions, ce motif est devenu un symbole plus large, rappelant qu'un État ne se protège pas seulement par la force militaire, mais aussi par sa capacité à préserver l'espace social qui le soutient. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette dualité s'est affirmée, dessinant un équilibre fragile entre l'aspiration à l'autonomie et la nécessité de maintenir la cohésion collective. Cette tension, perceptible dans les débats publics comme dans les hésitations quotidiennes, révèle un pays en quête de stabilité durable. Elle montre que la souveraineté se construit à travers une série d'actes cohérents capables de réconcilier sécurité, économie et liberté. Un principe demeure en toile de fond, la souveraineté exige toujours un prix mesuré. Dans un environnement mouvant comme celui que traverse aujourd'hui le Burkina Faso, chaque voix compte plus qu'on ne l'imagine. Les transformations politiques et sécuritaires façonnent la trajectoire générale du pays, mais leur sens réel apparaît dans la manière dont citoyens, observateurs et communautés interprètent ces changements et y participent. La stabilité future dépendra autant des débats ouverts que des initiatives locales capables de maintenir des liens sociaux solides malgré les tensions économiques. Les échanges, qu'ils soient publics ou discrets, peuvent contribuer à rétablir un espace de dialogue où la complexité des enjeux trouve sa place. C'est en multipliant ces interactions que chacun peut peser, même modestement, sur la manière dont se construisent la souveraineté nationale et les attentes quotidiennes des populations. Dans cette dynamique d'avenir, une question demeure simple mais essentielle. Quelle place souhaitez-vous occuper dans l'évolution de ce pays en transformation ?